sachant. Allez, profitez, allez, rapidement. Hein? Ça qui pas d'été. C'est ça. C'est réception exactement. Le Congo est dans un tournant très déterminant de son histoire, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce plateau d'analyse politique et de réflexion sur l'avenir politique de notre pays. Comme vous le savez, nous sommes à près de 4 ou 5 mois bientôt que les Congolais aient choisi son président, son destin entre les mains du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais alors, depuis cette élection, les tractations continuent. On a nommé Madame la Première ministre Toulouka, qui continue avec ses interminables consultations. L'Assemblée nationale s'élance aussi, la ville de Kinshasa bien évidemment. Alors nous sommes en train de nous déterminer qui vont diriger la RDC dans les 5 prochaines années, qui vont déterminer l'avenir du pays. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le communicateur du MLC, qui est aussi le président de Ligue des jeunes de la ville de Kinshasa, de ce même parti politique dirigé par le chairman Jean-Pierre Bemba, qui est l'actuel ministre de la Justice, qui fait son travail. Maître Louison, bonjour maître. Bonjour mon frère Nestor. Bienvenue sur le plateau de Congo France. Merci beaucoup et merci pour l'accueil, mais je voudrais rapidement rectifier notre président national, l'excellence Jean-Pierre Bemba n'est pas ministre de la Justice, il est ministre de Défense et je suis moi vice-coordonnateur de la Ligue des jeunes MLC Kinshasa. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles du parti? Non, le parti en tout cas se comporte très bien. Nous sommes bien, comme je l'ai dit toujours, que nous sommes dans la réflexion. Comment aider le pays, comment aider notre nation par le réflexion, par nos perspectives, des qualités en tout cas. Donc les partis se comportent bien. Déjà, je pense que c'était le samedi le 20 où on avait présenté le ticket de l'Union sacrée, le ticket de l'Union sacrée pour la ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernorat. Donc, le mouvement de libération du Congo a présenté comment notre frère, le candidat gouverneur titulaire Daniel Bumba et le candidat vice-gouverneur Edi Iyeli, donc vous êtes communicateur dans le triomphal, dont je suis le communicateur des mouvements de libération du Congo. D'accord. Edi Iyeli qui est colistier du candidat Daniel Bumba. Les MLC s'est contacté seulement de son poste de vice à ce niveau-là de la ville de Kinshasa. Vous avez des ambitions, les ambitions ont été très réduites. C'était quoi le problème? Bon, écoutez, le mouvement de libération du Congo, nous sommes allés aux élections. Nous avions obtenu 6 députés pour la ville-province de Kinshasa. Alors, déjà, vous savez que l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et ils ont obtenu, je crois, 13, si je ne m'abuse pas, 13 députés. Donc, il est de bonne loi que sur la répartition et dans la gestion des ambitions, l'UDPS, étant donné qu'il détient déjà plusieurs députés, plus que le mouvement de libération du Congo, nous, on est venus pour prendre le vice-gouverneur. Et d'autres aussi ont pris le poste de président de cette structure. Il faut savoir que nous sommes tous membres d'une plateforme qui est l'Union sacrée et chacun de nous est en train a des ambitions pour gérer effectivement la ville, c'est-à-dire mettre la main dans la pâte pour faire avancer notre ville, province de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, nous avons des ambitions, c'est vrai, mais seulement que nos ambitions, parfois,
elle est réduite par rapport au score des élections de 2000. Réalisé, Voilà, il y a aussi la population qui doit... Parce qu'il faut mettre la main dans la pâte, comme vous venez de le dire. Mais quelles sont alors les qualités que vous avez pu détecter à la personne de Edi Yeli qui doit accompagner Daniel Bumba dans la ville, province de Kinshasa? Bon, écoutez, mon frère Nestor, Edi Yeli a comme candidat, bon, parce que vous savez, c'est aussi important qu'on parle de la personne, parce que en matière de la candidature, on ne présente pas que la vision, on ne présente pas que le programme, mais on présente aussi la personne. D'accord. Oui, oui. Parce que quand on veut voter quelqu'un, on tient compte aussi de la vision, mais on tient aussi également compte de la personne, sur la moralité concerne. Voilà. Alors, parce que vous avez posé la question sur ce que nous avons d'Edi Yeli, les qualités. Edi Yeli, c'est d'abord sur le plan politique. Sur le plan politique, je pense que vous savez que le mouvement de libération du Congo, en 2018, nous avions reçu l'unique siège de la circonscription d'Engiringiri. Et c'était par biais de Edi Yeli Molangi. Il a fait plus de 20 000 voix, non, je crois plus de 25 000 voix. Plus de la moitié des électeurs de cette époque. Voilà, de cette circonscription. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose de poignant. Et nous sommes venus en 2023. En 2023, il a également raflé le 2 sièges, c'est-à-dire le premier siège qui est celui de la députation provinciale, et le deuxième siège, celui de la députation nationale pour la circonscription de Funa. Vous savez que... Il a eu l'ancrage. Il a eu un ancrage, et c'est vrai, parce que vous savez que, mon frère Nestor, la circonscription de Funa c'était un pool de morts. Vraiment, en tout cas, s'il faudrait parler de... Il y avait beaucoup de poids lourds, s'il faudra dire, de nom, de l'expérience et consorts. Mais M. Edi Yeli, c'est lui qui est sorti comme premier de cette circonscription. Dernière question sur la personne du vice. Comment il s'est-il démarqué alors? Bon, moi je pense que, comme j'étais en train de dire, au plan politique, ses qualités, c'est par rapport à l'intimité qu'il partage avec sa base. Et au plan social, c'est quelqu'un qui fait pas mal de gestes sociaux. Parce que vous savez, le mouvement de libération du Congo, nous réfléchissons l'État de plusieurs manières, de manière politique, de manière économique et également de manière sociale. Et de manière sociale, on parle de cette vouloir vivre ensemble, d'entraide entre le frère et consort, c'est l'image même du fourmi. Et alors, M. Edi Yeli, de manière sociale, a fait pas mal de gestes, pas mal d'activités. Si vous allez à Ngiringiri, vous allez constater des œuvres que lui seul il a fait comme personne, sans pour autant avoir l'argent de qui que ce soit. Il a en tout cas érigé des œuvres comme le pont. Vous voyez, il a construit, je crois, plus de 18 ponts que sur la commune de Ngiringiri. Il a l'hôpital dont on traite les gens gratuitement, les gens de la fondation et consorts. Et il continue à faire pas mal d'activités. Il scolarise certains étudiants. Il aide les mamans, les femmes veuves, etc. etc. Espérons qu'il ne va pas la gestion, s'il arrivait qu'il puisse avoir la tête de la ville de Kinshasa, ils ne vont pas se comporter comme l'époque de Gentini Ngobila, de triste mémoire, avec ses vices. Parce qu'on a vu Gentini Ngobila entrer presque en conflit avec Nerombungu et récemment avec Jekoko. On espère qu'il ne va pas faire ombrage à son colistier. Non, mais écoutez, moi je pense que tout a commencé, tout se discute en amont. Tout se discute en amont. Et le mouvement de libération du Congo, c'est une grande machine politique. Vous savez que nous, le MLC, notre particularité, c'est les réflexions, c'est l'idée, vous voyez. Parce que nous pensons que nous avons
des idées à donner où nous allons réfléchir ensemble avec nos frères de l'IDPS pour que nous co-gérons ensemble. Donc, il n'y aura pas de problème en tout cas parce que nous allons venir pour donner ou redorer l'image du blason terni de cette ville-province de Kinshasa. Mais aussi, si vous voyez le profil même de la personne, M. Ediel, il n'est pas quelqu'un de conflictuel. M. Ediel, il n'est pas n'est pas un rancunier. Vous voyez, donc, je crois que nous allons travailler bien, sachant que la loi qui porte sur la libre administration des provinces a donné mission au gouverneur. Donc, je crois que chacun dans son domaine saura qu'est-ce qu'il faudra normalement faire pour aider notre ville-province de Kinshasa à émerger. Merci beaucoup, Maître Luison. Vous êtes avocat, l'homme de droit. Je voulais qu'avant que nous puissions aborder juste l'avenir du Parlement, qu'on puisse vraiment jeter un petit coup d'œil, un commentaire sur ce que venait de faire les rétropédalages en matière de la correction, ce qu'on a appelé la correction des erreurs matérielles au niveau de la Cour. Il y a eu au total 19 députés réhabilités par la Cour constitutionnelle. Donc, on a commencé par passer par Mwanda et puis Séraphine Kiloubou à Tchangou là-bas. Vous, on ne saura pas les citer le nom ici parce que nous courons derrière l'État, il y a beaucoup de sujets à analyser. Vous, quelle est votre lecture? Vous confirmez la thèse selon laquelle la justice, elle est malade ou elle est aussi, les droits aussi, c'est les droits des recours aussi. C'est ça aussi l'état des droits. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi, je dois vous dire la vérité que je ne partage pas cette coutume. Pourquoi? Parce que c'est devenu maintenant une jurisprudence. Vous savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle, ne sont pas susceptibles d'appel. Voilà, ne sont pas susceptibles d'appel, ni moins encore du recours. La Cour constitutionnelle ne peut intervenir que pour besoin de corriger les erreurs matérielles. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par erreur matérielle? C'est-à-dire qu'on pense que votre nom a été, par exemple, mal écrit. Voilà. Il y avait un problème sur les calculs, par exemple, de vos voix, par exemple. Donc, les erreurs matérielles, on sous-entend que vous êtes déjà député et après, on vient pour correctionner, n'est-ce pas, certaines erreurs commises. C'est ce qu'on appelle l'erreur matérielle. Donc, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le fond. Les fonds... Déjà, la Cour s'était prononcée déjà sur les fonds et la Cour ne peut venir que pour quelques problèmes liés sur le nom, quelques problèmes liés... Tout doucement avec les caprices de l'électricité, avec les gens de la SNEL, on se bat avec les moyens de bord. Il y a les groupes électrogènes qui est comme une palliative, hein. Et surtout qu'on avait l'autre fois. Vous avez aussi suivi les débats sur la question de forage et tout ça, l'électricité, tout ça. Bon, on va y revenir, ça sera l'objet de notre émission. L'avenir de ces pays s'est défini également au niveau du Parlement où les députés ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. C'est là où il s'agissait. Certains ont été proclamés élus et puis radiés par la Cour et puis repêchés de nouveau. Donc ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais c'est ce qu'il faut savoir. La vie que nous devrions partager avec Maître, vous êtes avocat sur ce domaine, que dit les droits finalement? Est-ce que ça crée une jurisprudence, comme vous venez de le dire, ou tantôt c'est comme ça que l'état de droit devrait marcher? Bon, moi je pense que le concept ou laconique état de droit voudrait juste dire que tous nous sommes sous le joug de la loi. D'accord. L'état de droit, c'est un état qui respecte la loi. C'est un état qui marche sous respect de normes étatiques, constitution ou autres. Alors, par rapport à cette question, je pense que comme je l'ai dit, moi je décris ces différentes jurisprudences que la Cour constitutionnelle, depuis un certain temps, est en train de nous produire. Je suis vraiment en train de décrier parce que, vous savez, ça reste ça va rester dans les annales juridiques de notre pays. Et ce n'est pas du tout important. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui a été invalidé par
après plusieurs ou moult calculs, et après on vient encore de le réhabiliter, on va le réhabiliter, et après on va encore les rejeter pour les réhabiliter encore. Dis-moi un peu, à quoi consiste ce qu'on appelle erreur matérielle en droit? Oui, comme je dis toujours, l'erreur matérielle, de manière un peu simpliste, voudrait juste dire la correction de certaines choses, notamment liées par exemple sur le nom, liées par exemple sur le calcul de certaines voix, liées par exemple sur... donc c'est-à-dire l'erreur matérielle, on touche plus la procédure, on touche plus la forme que le fond. D'accord. Oui, oui. Parce que ça ne touche pas le fond du dossier. Non, ça ne touche pas le fond du dossier. Susceptible à changer la candidature. Mais écoutez, si on touche le fond du dossier, alors on va briser le principe qui dit que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont dénués de toute attaque ou de toute voie de recours. Et alors, dès lors qu'ils sont tombés dans ce piège, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bon, ce qu'on peut conclure, bon, moi je ne veux pas en tout cas jeter l'opprobre sur cet appareil judiciaire. Déjà le président l'a dit, la justice elle est malade. Il faut, c'est un peu de revoir beaucoup de choses. Parce que nous avons comme impression que la politique commence un peu à bloquer le développement de la justice de notre pays. Et donc si je veux demander quelque chose, je veux vraiment demander que les autorités judiciaires puissent un peu augmenter le niveau de... Excusez-moi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, mais le niveau de sérieuxité. Mais pourquoi pas réformer encore cet appareil judiciaire? Parce que comme ça, c'est vraiment très compliqué. On parle de erreurs, la correction des erreurs matérielles, mais qui se traduit là-bas à repêcher d'autres candidats. Et donc moi, je crois que ça, ce sont des erreurs gravissimes qu'il faut dans l'avenir éviter, surtout d'éviter à produire à la nation de telles jurisprudences. Parce que le titre de l'arrêt était la correction des erreurs matérielles. Ouais, mais dans les fonds, on a l'impression, avec les 19 candidats qui ont été repêchés, on a l'impression que ce sont plutôt les repêchages de... Justement, c'est ce que nous avions constaté. Vous avez par exemple le fils Abahati qui a été... mis de côté après la correction des erreurs matérielles. On croirait comme si que c'est une branche qu'on ouvre pour introduire les recours dans la Cour constitutionnelle, chose qui n'est pas vraiment du tout autorisée parce que la Constitution n'admet pas, même la loi organique n'admet pas les voies de recours sur cette matière. Donc c'est vraiment un cri d'alarme que nous sommes en train de faire aux autorités politiques, aux autorités judiciaires, de laisser de produire de mauvaises jurisprudences et ça va à l'encontre de principes juridiques de notre pays, mais aussi également, ça va à l'encontre de la démocratie. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir? Pour l'avenir, moi je crois qu'il faudra faire un bon travail en amont. Faire un bon travail en amont parce que ça va nous éviter de tomber si bas en aval comme ça. Parce que si tout a été bien fait en amont, je crois que on ne va pas y revenir encore sur certaines imperfections. Parce que ça prouve que le travail en amont n'a pas été bien fait. Mais aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi on peut dire que le travail n'a pas été bien fait en amont? Mais écoutez, il y a eu combien de cas qu'il fallait traiter? Et vous croyez vraiment que la Cour constitutionnelle allait traiter tous ces contentieux comme ça, avec quel temps qu'on lui avait octroyé? Sans oublier que la loi électorale prévoit le délai de 3 mois. Si vous ne traitez pas tous ces contentieux, on pense que la décision de la CENI directement sera assortie de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que ça ne sera plus susceptible d'attaquer. Donc, il fallait, dans les délais de 3 mois, vider tout ce problème de contentieux. On peut dire que les travaux ont été faits de façon hâtive, à la hâte. De façon précipitée, je pense. De façon précipitée. Et vous savez, lorsque le travail est fait de façon précipitée, les retombées, ce ne sont que ces erreurs. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons que revenir sur ces erreurs. Donc,
il y a eu un peu ces problèmes. À l'avenir, comme nous étions en train de faire une perspective, je pense qu'il faut soit que les autorités judiciaires créent un organe ad hoc. D'accord. Vous comprenez? On crée un organe ad hoc, on le forme déjà que pour traiter les questions liées au contentieux électoral, aux contentieux électoraux. Pourquoi? Parce que vous savez, s'il faudra normalement tenir compte que de la Cour constitutionnelle. Posons-nous des questions, ils sont au nombre de combien? Ils ne sont que 9. Il n'y a que 9 membres, n'est-ce pas, qui siègent dans la Cour constitutionnelle. Alors, les 9 membres devaient traiter, par exemple, plus de 1000 dossiers, par exemple. Et on leur donne un délai butoir de 2 mois. Vous voyez déjà que c'est insuffisant en termes de temps. C'est aussi le volume du travail. Le volume du travail également. Le volume et justement, c'est aussi en vertu de ça qu'il y a eu même l'idée de double degré de juridiction, parce qu'on pense que l'humain est toujours caractérisé par une imperfection. Le travail d'un humain n'est pas parfait. Le travail d'un humain est imbibé de plusieurs imperfections. C'est pour cela qu'on pense qu'il faudra aller dans les voies et recours. On prévoit plutôt les voies et recours pour essayer un peu de corriger les erreurs de l'humain. Mais simplement pour la Cour constitutionnelle, on a refusé toute attaque sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Mais dès lors qu'ils sont tombés sur cette même réalité, est-ce que ces faits qui ont précédé les droits peut ouvrir une brèche pour qu'à l'avenir qu'on puisse faire de sorte que ces erreurs-là soient corrigées dans une autre instance judiciaire, ou on fait quelque chose, comme vient de le dire la commission ad hoc. Ces erreurs est liée, en fait, je dirais même que ce que nous voyons là est lié premièrement par rapport au volume de travail, parce qu'il faut dire aussi que aujourd'hui, tout le monde a besoin de candidater au poste de député, même s'il n'est pas prêt. Alors, pour traiter ces problèmes-là, ça devient faramineux. Et aussi, il y a aussi la CENI qui laisse passer presque tous les dossiers au niveau du traitement des candidats. Mais justement, en fait, c'est ça, en fait, le travail. La CENI est là pour réceptionner et traite son tour. Et après, la décision finale revient à la Cour constitutionnelle. Alors, ça, c'est un élément de détail. Mais deuxième élément de détail, je pense que la politisation aussi de l'appareil judiciaire. Parce que vous savez que lorsque la politique veut jouer sa musique dans l'appareil judiciaire, c'est aussi compliqué. Parce que vous allez peut-être constater qu'il y a des appels par-ci et par-là. Il y a l'enfant de celui-ci qui veut. Bon, je ne suis pas dans ça, mais je pense que la politisation aussi, bloque un peu le développement ou le décollage de cette réforme, même aussi de l'appareil judiciaire. Donc, c'est-à-dire à l'avenir, je pense qu'il faudra créer un organe ad hoc, et cet organe-là aura alors pour mission de pouvoir, ils seront formés bien sûr, mais avec pour mission de traiter les problèmes liés aux contentieux électoraux. Les problèmes, mais que cela ne soit pas seulement au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de la Cour de cassation, même au niveau de tribunaux administratifs. Pourquoi pas pour ce qui concerne les conseillers municipaux? Parce que moi, je pense que si on laisse comme ça, on risquera de rendre les gens frustrés. Parce que dis-moi, quelqu'un qui a été promulgué, ou soit, excusez-moi, quelqu'un qui a été proclamé, et par la suite, il se voit rejeté, et par la suite, il se voit encore repêché. Et alors, celui-là qui... Vous voyez que ça crée un peu de la frustration. Vous pensez que la Cour est désacralisée actuellement? Bon, je pense que je tout dis ici, et je ne veux pas jeter l'opprobre en tant que aussi auxiliaire de la justice à cet appareil, mais je pense qu'il faut améliorer. Merci beaucoup. Ces députés qui ont été repêchés vont bientôt se choisir leur avenir dans les prochaines heures avec le choix des animateurs du bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est là, on a innové, on a copié un tout petit peu comme dans
dans des démocraties anciennes, et notamment en Europe, où on parle des primaires. Vous, quelle est votre lecture par rapport à cette idée de l'introduction du primaire dans les choix des candidats au niveau de nos partis politiques? Vous pensez que ça peut être une idée à consolider afin que nous puissions choisir des candidats idéaux et adéquats dans l'animation, dans l'avenir, dans nos institutions? Bon, monsieur Nestor, vous savez que moi je suis en tout cas ami de la démocratie. Déjà de par mon parti politique, le Mouvement de libération du Congo, qui utilise la démocratie comme bémol. D'accord. Et je crois que la bonne démocratie, n'est-ce pas, serait de laisser les gens aller compétir et que le meilleur gagne. D'accord. C'est vrai, c'est pas mal aussi de copier les autres pays frères sur cette histoire de la primaire. Mais moi, je pense que c'est pour le pays comme le nôtre, c'est pas du tout vraiment intéressant. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Ça, c'est mon avis personnel. Nous ne sommes pas encore, nous sommes loin, n'est-ce pas, d'être comparés à ces États. Au pays d'éveil démocratique. Voilà, à ces États qui utilisent déjà cette histoire de la primaire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique créée avec une mission d'accompagner le président de la République. Vous voyez, la vision du président de la République. Mais le président de la République, écoutez, il est dans l'exécutif. Vous comprenez? On accompagne la vision du président de la République dans l'exécutif. Mais il faudra savoir qu'il y a un auteur qui a parlé de la division tripartite du pouvoir. Nous avons le pouvoir. Le premier pouvoir d'ailleurs, c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire que nous sommes en train de critiquer avec sa maladie. Vous comprenez? Le pouvoir législatif, c'est un pouvoir qui est au sommet de tous les autres pouvoirs. Parce qu'il s'agit de nous ne pouvons pas, effectivement, le pouvoir législatif a un pouvoir, je dirais, un pouvoir maître. Nous ne pouvons pas dire ici, c'est lui qui va diriger ses pouvoirs législatifs, soit là pour accompagner la vision du chef de l'État. Excusez-moi en tout cas, parce que le chef de l'État, dans sa vision, n'est-ce pas? Dans sa vision, il travaille, il peut aussi commettre quelques fautes. Il peut déranger aussi la Constitution. C'est un humain, on dit ici. Tout à fait. Vous comprenez? Et alors, il faut que des gens puissent lui dire que, bon, ici, vous avez peut-être mal fait. C'est vrai, le président, par rapport aux formes de notre pays, le président n'est pas responsable ou ne répond pas devant le Parlement, c'est le Premier ministre, mais le président de la République peut être mis en accusation devant le Parlement, réuni en congrès. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Écoutez, la Constitution, dans son article 164 et 165, prévoit la mise en œuvre et la mise en accusation de la responsabilité du président, de la responsabilité pénale bien sûr du président de la République pour des infractions connues, des infractions politiques et certaines autres infractions de droit commun. Vous voyez? Alors, supposons que le président commet une infraction. Supposons que le président viole la Constitution qu'on appelle par exemple la haute trahison. Vous voyez? Et quelqu'un qui est allé là-bas pour soutenir le chef de l'État, est-ce que vous pensez que cette personne-là peut initier une action? Non. Vous voyez? Donc, il faut qu'il soit une personne. Il faut qu'il soit une personne qui connaît d'abord qu'il y a une séparation de pouvoir. Il y a un pouvoir législatif et puis il y a un pouvoir exécutif. Et le patron du pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre, quoique patronné par le président de la République. Et le patron du pouvoir législatif, c'est les députés, bien sûr, mais
chapeauté par le président, n'est-ce pas, de ces assemblées-là. Parce que notre Parlement est bicaméral. Vous avez au même moment l'Assemblée nationale, vous avez aussi le Sénat. Il faut que les gens qui dirigent, n'est-ce pas, le perchoir de ces deux institutions soient déjà, qui ne sont pas des hypocrites déjà. Ça, c'est votre profil à vous. Mon profil à moi, je fais une analyse en tout cas de manière indépendante. Ça analyse, ça n'engage que moi. Tout à fait. Vous comprenez? Ça n'engage que moi comme analyste politique. D'accord. Vous voyez? Je pense que c'est lui qui doit normalement gérer cette perchoir de l'Assemblée nationale, mais également pour le Sénat, ne doit pas être celui qui chante à tout le temps Fati Béton, Fati Béton. Mais tout le monde chante Fati Béton là-bas à l'Union Sacrée. Non, écoutez, à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas partis pour chanter. Il n'y a pas une chorale là-bas. Vous voyez? L'Union Sacrée, nous sommes porteurs d'une vision. Vous avez l'exemple de mon parti politique, le Mouvement de Libération du Congo. MLC. Vous ne direz pas que le MLC puisse aller chanter à l'Union Sacrée. Nous allons pour contribuer. Bazaïba aussi pour diriger l'Assemblée nationale, parce que lui aussi a une expérience avérée en la matière des débats démocratiques. Déjà, il faut savoir que Madame F. Bazaïba a toutes les compétences, a toutes les capacités pour diriger ces perchoirs de l'Assemblée nationale. Mais ce que nous allons vous dire, c'est que le Mouvement de Libération du Congo, nous ne sommes pas bornés qu'au poste. Vous voyez, je ne dirais pas que la moindre des choses, mais seulement qu'il faut savoir que le Mouvement de Libération du Congo, nous, on vient pour solutionner les problèmes de la société que de chercher les postes. S'il faut donner même notre expertise, n'est-ce pas, comme un parti qui réfléchit toujours l'État, on peut le faire même à l'extérieur. Vous savez que, je crois en 2014, si je ne m'abuse pas, lorsque l'ancien président de la République avait organisé, je crois c'était un dialogue, les mouvements de libération du Congo avaient parlé d'un dialogue technique, c'est-à-dire que nous avions dit on peut donner notre contribution sans pour autant sans pour autant faire partir du gouvernement. C'est-à-dire le mouvement de libération du Congo, ce n'est pas ces partis politiques-là qui n'est là que pour le poste, non. Nous, c'est l'État. Nous, c'est l'intérêt de nos compatriotes. Nous, c'est l'intérêt de notre pays. Donc, Madame Bazaïba est capable, c'est vrai, mais ce n'était pas notre priorité pour le moment. Et nous avions voulu laisser ce qui... Revenons sur la question de primaire qui vous avait été posée, comme je l'avais demandé tantôt. Pour cette question, je réponds directement, selon moi. Ah, d'accord. Je réponds directement, en tout cas. Non, je réponds directement parce que c'est... Vous comprenez déjà la Oui, j'ai compris la question. Pour moi, c'est Vital Kamere. Ah, d'accord. Pour moi, je dis ici que je fais... Vous avez anticipé ce que moi je voulais d'ailleurs vous demander. Oui, je fais une analyse libre. Selon moi, selon Maître Louison et Yaki, pour moi, Monsieur Vital Kamere peut-être c'est lui, il est celui qui peut répondre à ces profils. Pourquoi je l'ai dit? Si je peux décrire tous les trois candidats. Déjà, vous avez Pépé Mbosso, qui, en termes de l'âge, normalement, on doit pas continuer à lui faire souffrir. En termes de l'âge, il doit se reposer. Vous voyez? Parce que Monsieur Léon Kengo Adondo, c'était en quel âge qu'il avait pris sa retraite? Posons-nous des questions et réfléchissons. Parce qu'il va commencer à réfléchir par procuration, monsieur Mbosso. Il va commencer à réfléchir par procuration. Et donc, moi, je pense que monsieur Mbosso... Comment vous pensez qu'il ne sera pas libre d'esprit? Il ne sera pas libre d'esprit. Moi, je dirais oui, parce que mon frère, il est avancé. Il a 84 ans. Est-ce que vous comprenez la pertinence de son... Et puis, vous savez que l'Assemblée nationale va jouer un rôle très important pour cette législature. Va jouer un rôle très important parce que je te dis que la République démocratique du Congo, nous sommes dans une zone de turbulence. Il faut qu'il y ait des réformes courageuses dans tout le secteur de la vie. Autre chose que ça. Vous savez que la législature passée, c'est de ça d'ailleurs qu'a donné pouvoir à l'UGF. Parce que
l'Assemblée nationale a deux missions. Il y a une mission qu'on appelle législature, il y a une autre mission qu'on appelle le contrôle. L'Assemblée nationale a deux missions, législature et le contrôle. Faire le loi, légiférer, faire le loi, mais également contrôler l'exécutif, contrôler les établissements publics. Vous comprenez? C'est en fait ça, la mission régalienne même dévolue à l'Assemblée. Je crois l'article 100 et l'article 101 de la Constitution prévoit, n'est-ce pas, la mission de l'Assemblée nationale. Mais bien malheureusement, la législature passée, vous avez constaté qu'il n'y avait pas vraiment des interpellations au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que la législature passée a quand même produit des lois? Bon. En termes de bilan, est-ce que son bilan... Le bilan de la législature passée est vraiment négatif. C'est pour cela même que vous avez constaté que l'UGF commençait à faire la mission dévolue à l'Assemblée nationale, celle de contrôler l'exécutif, mais également de contrôler les établissements publics. Cette mission-là, normalement, elle devait être faite par l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment des interpellations. On est dans ces pays où il n'y a pas du courant. Vous voyez comment nous sommes en train de transpirer. On est dans ces pays où il n'y a pas d'eau. Mais moi, je réfléchis, mon frère. Entre parenthèses, pardon. Oui, allez-y. Vous allez couper les fils guidés. D'accord. Entre parenthèses, je suis en train de suivre un débat autour de détournement. Sur le mille forages, je ne veux pas commenter là-bas. 71 millions de dollars auraient été décaissés pour construire que 29 forages au lieu de plus de 1000 forages. Mais mon frère, on réfléchit. Nous avons régi des eaux dans ces pays. Vous comprenez? Tout à fait. Mais on accepte de faire sortir 71 millions pour la construction de forages. En plein millénaire. Est-ce que c'est sérieux? En plein 21e siècle. Non, réfléchissons d'abord. Avant de dire que, bon voilà, l'autre a détourné l'argent. Nous sommes dans ces pays où nous avons régi des eaux. Nous avons SNEL. Bon, je ne veux même pas venir. Je ne reviendrai même pas sur SNEL, mais je parlerai plus de régie des eaux. Avec de l'eau qui nous entoure. Vous voyez? Ouais. Avec des affluents, avec tout ce que nous avons, mon frère. On va dépenser dans avec des barrages que nous avons, plutôt, disons enfin, avec, comment dirais-je, notre fleuve Congo que nous avons. Des affluents, mais des lacs. Qu'est-ce que nous allons attendre parler ici? Qu'on a détourné l'argent des forages. Et l'argent estimé à 71 millions. Vous voyez vraiment avec 71 millions, on ne pouvait pas produire de l'eau de qualité dans ces pays. Pour renforcer la régie des eaux. On ne pouvait pas renforcer la régie des eaux dans ces pays. Donc moi, je pense que tout ça, c'est parce que l'Assemblée nationale était faible. Si l'Assemblée nationale était forte, il faut normalement interpeller ces gens-là. Il faut aussi prévoir certaines réformes. L'exécutif, comme certains régis, doivent être contrôlé par l'Assemblée nationale, chose qui ne se fait pas vraiment. Alors il faut revoir. Je comprends votre démarche qui est purement magistrale et pertinente. Moi je me dis, mais d'un côté, quand vous suivez pas les détracteurs de Kamerhe, mais plutôt ceux qui s'opposent à sa candidature par rapport à ses ambitions de mesurer. En politique, comme vous le savez, vous êtes analyste aussi, mais on ne se fait pas des cadeaux. Vital Kamerhe, en début de législative, il a créé une plateforme qui a secoué l'Assemblée nationale. On dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement pour ça que Félix veut éviter justement qu'il soit pris au piège par Vital Kamerhe finalement? Merci beaucoup. Je répète encore ici que moi je ne suis pas communicateur de l'UNC, ni de près ni de loin. Je réfléchis comme analyste et de manière libre. Écoutez, c'est de là que moi je suis en train de refuser que nous parlions comme ça. Que le président de la République, on peut booster le président de la République. Donc c'est comme qui dirait que c'est le président de la République qui fait le choix sur toutes les institutions. Mon frère, dans ces pays, il y a deux institutions. Il y a une institution qui s'appelle président de la République. Il y a une autre institution qui s'appelle Parlement. Vous ne pouvez pas mettre sous le pied de l'institution président de la République toutes les autres institutions. L'institution Parlement, elle est différente de l'institution président de la République. Le président de la République, lui, il gère cette institution-là.
Vous voyez? Et l'institution Parlement est gérée par les présidents de l'Assemblée nationale, bien que l'Assemblée nationale, elle est souveraine. Parce qu'il faut dire que le président de l'Assemblée nationale est aussi d'abord parlementaire, et donc lui n'a que le pouvoir administratif sur ses collègues. Vous voyez, la coordination des débats, la police des débats. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est deux institutions différentes. Il ne faudra pas que nous ici qu'on ait comme impression que c'est le président de la République qui doit mettre quelqu'un dans une autre institution. Ça, c'est de l'ingérence d'une institution à une autre institution. Donc, moi, je pense que cet aspect-là, il faut revoir ça. Et pourquoi je chute pour dire que, pourquoi j'ai dit que Vital Kamerhe, parce que Vital Kamerhe, c'est justement ça, en fait. Lui, il peut quand même dire non. Lui, il peut quand même dire oui. C'est ça qui fait crainte. Non, mais ça fait crainte. Pourquoi? En fait, c'est ça. On ne viendra pas que pour soutenir toutes les actions du chef ou toutes les actions de sa famille politique Union Sacrée. Non, mais écoutez, on vient. La mission, c'est d'abord une mission. C'est d'abord une mission pour comment aider l'État, aider la population, aider la nation. Il faut un président, n'est-ce pas, qui va travailler avec conscience que les gens de Moudi n'ont pas de courant. Quelqu'un qui peut travailler avec conscience que un ministre comme ça, même s'il appartient à l'Union Sacrée, mais il a mal géré. Au lieu que vous soyez là que pour subir des injonctions. Non, l'institution comme Assemblée nationale, l'institution comme Parlement n'a pas besoin d'injonctions. L'institution comme Parlement a besoin de travailler avec liberté, tout en respectant les lois de la République, parce que déjà, au matin de notre exposé, nous avions dit que nous sommes dans un état de droit, un état qui respecte les normes fondatrices de notre pays. Donc c'est ça. Un autre débat où l'avenir du pays tarde toujours à se carburer, à prendre de l'allure, c'est les consultations interminables de Madame Judith Toulouka Souminois. Et vous êtes analyste, vous êtes communicateur. Quelle est votre lecture alors? Parce qu'on connaît déjà les problèmes de ces pays. Le pays a beaucoup de priorités, le pays a beaucoup de défis à relever. Mais madame a donc l'impression d'être rassembleur, de chercher la légitimité. Quel est alors le but de ces interminables consultations qui n'est pas si différente de celles effectuées par Augustin Kabouya de l'UDPS? Bon, non, il faut faire la différence entre la mission qui a été confiée par le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, et la mission confiée, ou soit Madame Judith Toulouka. Déjà, il faut savoir que M. Augustin Kabouya, comme secrétaire général de l'UDPS, le président de la République l'avait confié une mission d'informateur. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes allés aux élections, et ces élections est dénouée d'une majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune plateforme électorale, aucun parti politique, aucun regroupement n'a obtenu, n'est-ce pas, une majorité parlementaire. Alors, la Constitution dit que lorsque vous n'avez pas une majorité parlementaire, il faut normalement confier la mission de l'informateur, et l'informateur va identifier la majorité parlementaire, et cette majorité qui va, bien sûr, produire maintenant un premier ministre. Alors, le président de la République avait nommé M. Augustin Kabouya pour cette mission-là, la mission de l'informateur. Alors, après que l'informateur a fini à identifier la majorité, il est revenu chez le président de la République pour lui faire rapport de la mission. Alors, maintenant, le président de la République, après avoir constaté que l'Union Sacrée a la majorité parlementaire, le président de la République, enfin, pas la majorité en termes qui est issue des élections, mais une majorité par coalition. Alors, le président de la République, il va faire quoi? Il va maintenant nommer le Premier ministre. Le Premier ministre a aussi comme mission de former le gouvernement. Donc, il y a deux missions. Mission d'informateur qui identifie la majorité et mission de formateur du gouvernement. Alors, lui, il va former le gouvernement. Lorsqu'il va former le gouvernement, comment former le gouvernement? Il fallait parler avec les caciques, n'est-ce pas, de cette union sacrée qui crée cette coalition. Parler en termes de personnalité, en termes de critères, en termes de targets.
C'est-à-dire le nombre, par exemple, le nombre de ministres doit être réduit sur la réduction de train de vue aussi. Il fallait aussi mettre des jalons sur le fait que pour lui, elle pense que le président ou le chef de parti politique ne peut pas malheureusement faire partie de ces gouvernements. Vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Bon, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'il y a des compétences que vous ne pouvez pas étouffer simplement parce que vous avez des raisons ou des raisons X. Quel est le critérium selon vous? Non, le critérium, d'abord il faut juger ce qui vient d'être fait. Quelqu'un qui a la moralité, quelqu'un qui a bien fait son travail d'abord, quelqu'un qui a la moralité et quelqu'un qui s'est donné ou qui a respecté minutieusement le programme, n'est-ce pas, du président de la République. Parce que nous parlons de l'exécutif. Ils exécutent un programme. Vous comprenez? Et donc, il faut que c'est lui qui a respecté le programme. Il ne faudra pas qu'on l'on retourne avec les voleurs. Il ne faudra pas qu'on l'on retourne avec les gens qui détournent de l'argent. Et moi, je pense que même si tu es le président d'un parti politique, étant donné que vous avez une expérience avérée et vous pouvez solutionner un poste X, donc vous pouvez toutefois être reconduit. Ça, je comprends. Maintenant, la priorité, c'est quoi selon vous pour la priorité? La priorité actuellement, c'est vrai, c'est la sortie du gouvernement, mais je viens même on vient de m'apprendre que la première dame a déjà déposé les listes chez le président de la République. Donc, il revient maintenant au président de la République de pouvoir jouer de son pouvoir discrétionnel. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il était un grand plaisir pour moi de te recevoir, Maître Luison et Yaki. Merci vraiment. Il y a encore oui, je voulais, excusez-moi, je voulais passer juste, je voulais juste dire, souhaiter joyeux anniversaire à ma fille, Kairos. Joyeux anniversaire à toi, papa t'aime beaucoup. Nous aussi. Que le Seigneur vous garde et vous donne de l'intelligence pour la suite de votre vie sur terre. Soyez bénis, notre fille. Merci, on est arrivé à la fin. C'était ça votre dernier mot? Oui. Merci beaucoup. Nous étions très heureux de te recevoir sur ce plateau. Merci. En dépit de nombreux défis, comme le Congo marche avec les défis, nous sommes en train de nous relever pour voir comment on va évoluer dans cette situation. On est arrivé à la fin de cette émission. Continuez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo France, mais également restez fidèles, car la fidélité est la meilleure partenaire lorsque vous plongez dans un chemin qui est inconnu. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis à réaliser cette émission. Kovo, Arnaud, les Chrétiens, merci Cordon. À vous tous, je vous dis merci et au revoir. À la prochaine.